En cette fin d'année 2025, un tas de news ont déferlé autour de One Piece, certaines ont pu passer à travers les mailles du filet, et peut-être que vous n'en aviez pas eu connaissance, alors yo les bros, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur ces nouvelles informations et révélations données directement par Oda lui-même. Dans cette vidéo, nous allons analyser le traditionnel message de fin d'année d'Eiichiro Oda et de ce qu'il prévoit pour 2026 dans One Piece, avec notamment un potentiel départ d'Elbaf vers Laftel et la révélation de l'homme à la cicatrice de feu. Pas seulement, et au même moment dans le Shonen Jump, marquant la sortie du chapitre 1169, un livret était offert contenant des informations inédites de One Piece et des croquis de son auteur. Donc, je l'ai acheté et j'ai extrait pour vous toutes les news les plus intéressantes et captivantes, et c'est du lourd, ouais. Entre la géographie de Marie-Joise, des informations sur Joy Boy, sur le Gear 5 de Luffy et surtout un possible indice sur l'apparence d'Imu, vous ne serez pas déçus de ce qui vous attend dans cette vidéo. Vraiment pas. Alors les amis, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie. L'une des news majeures de cette fin d'année 2025 a été le message d'Oda pour la Jump Festa s'étant déroulé autour du 21 décembre. C'est un rituel qui a lieu chaque année depuis, je sais pas, quasiment 10 ans, peut-être même plus. On attend ce moment avec impatience car Oda, il tease le futur de One Piece dans l'année qui va suivre à travers un petit message destiné à attiser votre hype et à vous faire comprendre que ne pas lire One Piece l'année prochaine serait une grave erreur car il va se passer des dingueries. Voilà, vous aurez compris que c'est globalement assez marketing car ces messages restent généralement assez flou et ces dernières années, ils devenaient même plutôt anecdotiques au point où on les attendait plus vraiment, en tout cas pour ma part. Figurez-vous que cette année, Oda a vraiment lâché une bombe, voire même plusieurs, et il n'a pas été flou du tout dans son nouveau message. Il a annoncé de vraies dingueries qui se préparent pour 2026 et on va les analyser. Déjà, je vous passe la moitié qui parle de la saison 2 du live action de One Piece qui sortira en 2026 et qui introduira Chopper, Nico Robin ainsi que toute la saga Alabasta. Tout le monde le sait déjà. On apprend tout de même qu'un nouveau film One Piece est en préparation et ça c'est pas une très grande surprise non plus. Ce que je trouve surprenant c'est quand même qu'Oda ait publiquement déclaré que ça ne se passait pas très bien, comme s'il y avait des petits soucis au niveau du processus de production et de création du film, tout en précisant quand même que ça parle d'un sujet qui nous intéressera tous fortement et qu'on devrait donc attendre encore un petit peu. Donc j'aimerais faire une mini aparté dessus et sur cette fameuse question qui nous trotte dans la tête, sur quel thème pourrait être ce film? Alors n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, faites vos pronostics et vos théories, moi de mon côté je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes, mais l'incident de God Valley et l'histoire de Chebek pourraient effectivement, et je trouve parfaitement, être adaptés dans un long format et destiné au grand écran. Déjà et surtout, car c'est à la mode, quel anime overhypé n'a pas fait un tour aussi noche tout en adaptant des chapitres et des épisodes? Ça devient une habitude et je vois pas pourquoi One Piece se priverait d'adapter en film la vie d'un de ses pirates les plus exceptionnels, Rox D. Chebek, surtout vu à quel point nous l'avons aimé. Ça pourrait être assez complet, Chebek a été présent pendant 10 chapitres, on a vu Roger, Garp, Lerox, Imu et même Dragon, ainsi que la naissance de Shanks et Shamrock. Le casting est quand même assez exceptionnel pour un film qui ne serait finalement qu'un très long épisode adaptant ses chapitres. L'autre avantage, c'est que Oda pourrait profiter de ce format pour ajouter des détails supplémentaires et enlever ce qui pourrait être superflu, ça ferait pas de mal. On pourrait y trouver tous les points positifs du monde. Mais un truc bien précis m'empêche quand même de croire que le prochain film sera sur les Rocks ou God Valley, c'est trop tard. Sauf si Oda a dévoilé toute l'histoire de God Valley et de Chebek à la production du film depuis des années, ça me paraît un peu compliqué. One Piece Red est sorti en 2022, donc il y a plus de 3 ans. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas commencé l'écriture et la production d'un nouveau film après le succès de ce dernier en début 2023. Donc je dirais qu'il prépare un film sur un autre sujet, que effectivement ça ne se passe pas très bien vu le temps écoulé sans nouvelles, et que ce n'est peut-être pas forcément lié à God Valley, même si c'est attendu de fou. Alors de quoi pourrait-il s'agir? En vrai, moi si je dois imaginer quelque chose, pourquoi pas un film sur le thème des révolutionnaires. Quand on y pense, tous les films supervisés par Oda depuis Strong World ont un thème assez précis, un pirate de l'ancienne génération libéré d'Impel Down, un marine qui s'est révolté contre le monde, un ancien esclave de Dragon Céleste devenu le plus riche du monde, une bataille entre pirates, marines et gouvernement pour un indice du One Piece, et finalement une pop star qui, bien qu'inintéressante dans l'histoire, introduit une partie de la vie privée de Shanks. Moi, dans toute cette liste, ce qui me choque, c'est qu'on n'a absolument rien du côté des révolutionnaires, pas d'histoire autour d'eux, nada. Alors ne serait-ce pas le moment? Un film autour des révolutionnaires avec en vedette Sabo, l'empereur des flammes, et Luffy qui affronte un tyran royal ou même des chevaliers divins, pourquoi pas? Tout comme One Piece Red avec Shanks, ça permettrait d'en savoir davantage sur Dragon et même le gouvernement, voire peut-être la mystérieuse mère de Luffy, sans pour autant révéler tous leurs secrets. Vous en pensez quoi?
Ce serait pas bête, non? Bien sûr, la plupart voudront un truc sur les Rocks, mais honnêtement, si ça ne se fait pas, l'option des révolutionnaires m'irait parfaitement. Voilà. Bon, en vrai, on a pas mal parlé des films, ce qui était le moins intéressant dans le message d'Oda, alors passons au vif du sujet. L'auteur parle de l'histoire du manga et explique qu'après avoir découvert le passé et l'histoire d'Elbaf, l'homme à la brûlure de feu fera son apparition, que nous allons enfin atteindre l'île où seul le roi des pirates avait réussi à se rendre, et que des personnages qui n'avaient aucune raison de se rencontrer vont enfin se croiser, sans compter que d'autres vont se retrouver face à face. Ah bah oui, c'est tout de suite plus excitant. Par contre, ça mérite une petite mise au point car il n'est pas vraiment dit que l'année prochaine, on ira sur l'île de Roger. J'ai volontairement laissé cette traduction car c'est ce qui a été beaucoup relayé par les comptes de news de One Piece. La traduction officielle du message d'Oda ne précise pas si nous y rendrons cette année ou non, désolé pour la fausse joie. Cependant, la mention de l'apparition de l'homme à la cicatrice de feu est peut-être révélatrice du début de la fin de One Piece puisque rappelez-vous, cet homme est celui ayant apparemment le dernier des 4 Rod Poneglyph recherché par Luffy pour trouver l'emplacement de Laftel. La déduction est alors plutôt simple et logique. Si en 2026 l'homme à la cicatrice de feu apparaît avec le dernier Rod Poneglyph et si les Mugiwara parviennent à obtenir cette dernière carte manquante, alors plus que jamais, cette année, Luffy se rapprochera de son rêve de devenir roi des pirates en ayant cette fois-ci toutes les clés en main pour atteindre l'île finale. Mais en fait, quand Oda dit que nous atteindrons l'île que seul Roger a atteint, parle-t-il vraiment de Laftel ou bien de Roadstar ? Connue comme étant la dernière île de Grand Line, ou du moins l'avant-dernière île avant que Laftel ne soit découverte, personne d'autre que les pirates de Roger ne l'avait découvert également. Étant donné que le voyage de Roger l'a mené sur cette île, il serait plutôt logique que les Mugiwara se rendent eux aussi sur Roadstar avant d'aller sur Laftel, et donc que ce soit la prochaine destination après Elbaf. Ensuite, nous parlons de l'homme à la cicatrice de feu. Son apparition signifie qu'il n'a toujours pas été introduit dans l'œuvre, cependant, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que Gaban est quand même un très sérieux candidat pour interpréter ce personnage. En plus d'être littéralement l'un des seuls connaissant l'importance et la position des Rod Poneglyph, il a juste une véritable cicatrice en forme de flamme sur son visage en fait. Donc est-ce vraiment lui et le reveal sera fait durant l'année ou est-ce un autre personnage qu'on ne soupçonne pas? La première hypothèse, pour 1 milliard de raisons, me paraît toujours la meilleure, mais restons sur nos gardes, à tout moment on peut se faire brain. Ok, et pour finir concernant ce message, les rencontres entre personnages. C'est un peu le gros du message d'Oda, d'après lui, 2026 sera une année où on sera étonné de certaines interactions, mais alors de qui va-t-il s'agir? Encore une fois, je vous laisse faire vos interprétations en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, mais personnellement, je verrais bien, enfin, une rencontre entre Luffy et Dragon. Plus grand chose ne semble les séparer, ils ne se sont jamais vraiment rencontrés en bonne et due forme, même sur Lockdown, et on arrive tellement à la fin de l'œuvre que leur retrouvaille devient vraiment inévitable. Surtout quand Dragon et les révolutionnaires sont de plus en plus développés et mis en avant, que ce soit sur Egghead avec le flashback de Kuma, ou Elbaf avec le flashback de God Valley. J'ai aussi pensé aux retrouvailles entre Luffy et Vivi, voire même Luffy, Vivi et Sabo, la croix sur le journal avant d'arriver à Elbaf, Sabo qui est missionné par Cobra mourant de dire à Luffy et Vivi que ce sont des dits, le fait que Vivi soit avec Morgan depuis 3 longues années dans les airs et qu'il serait peut-être temps qu'elle redescende, je trouve que l'après Elbaf sonnerait plutôt bien pour qu'ils se rencontrent tous à ce moment-là. Je verrais bien également Teach refaire son apparition, il n'a pas été trop présent cette année, mais plus que jamais, l'avenir lui appartient. Caribou a dû lui fournir les informations sur les armes antiques, il est lui aussi à la recherche de Rod Poneglyph et l'apparition de l'homme à la cicatrice de feu pourrait se faire face à l'empereur. Et pour finir, on a littéralement découvert son paternel et une partie de son histoire avec Rox d'Itchebek, ou du moins David d'Itchebek et God Valley. Moi je pense que d'une façon ou d'une autre, nous aurons une rencontre autour de Loki et Barbe Noire, ça serait assez logique quand on y pense. Loki admirait son père et Teach lui veut dominer le monde, une chose possible qu'en s'alliant avec les géants d'Elbaf. En gros, et pour faire simple, Itchebek voulait bien qu'Harald s'associe à lui pour détruire le gouvernement, car toujours d'après lui, Harald est le seul à pouvoir réveiller la Galela, les charpentiers légendaires. Et bien, avec Teach et Loki, on pourrait y voir un même objectif. Teach, connaissant l'importance des géants, de leur fruit du démon et de la Galela, voudrait perpétuer le rêve de son père, non pas en recrutant Harald qui est mort, mais son fils Loki qui a par ailleurs mangé le fruit légendaire de ce pays. Bon, c'est ma théorie, mais je pense aussi très clairement qu'une interaction entre eux est inévitable, tout comme je pense évidemment que jamais Loki ne donnera vraiment du crédit à Teach, sauf si l'arc d'Elbaf se termine très mal pour lui et qu'il se retrouve à nouveau rejeté par son peuple, ne faisant que cultiver et attiser sa colère. Voilà, donc avec tout ça, on a fini par à peu près tout voir autour de ce message. Alors certes, c'était pas des révélations non plus exceptionnelles, mais quand même, ça permet de se poser plusieurs questions, c'est cool. Je vous assure que ça restait bien plus intéressant quand même que les années précédentes. Évidemment, la vidéo ne va pas se terminer là-dessus, car à la même période et à l'occasion de la sortie du chapitre 1169 dans le Weekly Shonen Jump, un
petit livret l'accompagnait avec des informations sur One Piece qui risquent pour le coup de vraiment vous intéresser. Alors, ce que vous vous apprêtez à voir sont de nombreux croquis d'Eiichiro Oda qui n'ont jamais été révélés avant et mettant en lumière les multiples idées qu'il a ou qu'il a eues pour son œuvre. Ça part un peu dans tous les sens, mais vous verrez que c'est vraiment particulièrement intéressant, surtout autour des révélations du gouvernement mondial et de Luffy avec ses gears. Alors, on commence par quelque chose qui n'a rien à voir, c'est une description de Sanji qui ravira ses plus grands fans ou relancera peut-être d'interminables débats de puissance entre lui et Zoro, mais il est encore confirmé que sa force est équivalente à l'épéiste de l'équipage et que c'est la raison pour laquelle il est considéré à ses côtés comme les ailes du roi des pirates, les ailes de Luffy. Alors en vrai, c'est pas une nouvelle information de fou, même si certains en doutaient encore, Sanji est bien supérieur au moins à Jinbei, et ce malgré une prime plus basse. Pour son rapport de puissance avec Zoro, je donne toujours un avantage à ce dernier, mais il est aujourd'hui trop léger pour vraiment distinguer Sanji et Zoro. Ce sont officiellement les ailes du futur roi des pirates, les deux combattants les plus puissants épaulant Luffy dans sa quête du One Piece. Sans lien avec Sanji, parlons un peu de cette page finale du chapitre 1121, on y retrouve tous ceux considérés comme les prétendants sérieux à la découverte du One Piece avec une étrange silhouette sous dragon. J'ai vu beaucoup de gens douter et se poser aussi des questions sur l'identité de ce perso. Dans ce livret, il est confirmé que c'est bien Shamrock, puisque tous ces personnages sont à nouveau représentés, mais cette fois-ci, Shamrock apparaît bien avec la case du chapitre 1134, lorsque Gunko et lui se sont téléportés dans le château d'Elbaf. Voilà, donc si vous aviez un doute, plus besoin d'en avoir. Maintenant, restons dans le thème du gouvernement et rendons-nous sur Marie-Joise, car là, les révélations sont croustillantes. On y découvre par exemple les multiples croquis de la famille Figarland, notamment les différents prénoms qu'il a eu pour Garling avant d'arriver à celui-ci. On peut surtout noter qu'à nouveau, Oda déclare que Garling et les Chevaliers Divins joueront un rôle important pour la suite. On va finir par y croire, en espérant que Garling soit un petit peu moins scandaleux que sur God Valley il y a 38 ans. Restons dans le domaine des dragons célestes, car ça va commencer à révéler des trucs pas dégueu du tout. Déjà, Oda donne un plan aérien de Marie-Joise, chose qui, je dois dire, est assez précieux, puisque contrairement à toutes les autres îles de One Piece, jamais Marie-Joise a été vraiment présentée dans son ensemble. Même si c'est un peu fouillon, nous pouvons donc distinguer le château Pangea avec en face la ville des dragons célestes. Ce sont des parties que nous connaissons plutôt bien grâce aux événements de la rêverie. Là où nous découvrons des choses, c'est dans la partie derrière le château de Pangea, un coin que nous n'avons jamais vu, et dans le croquis d'Oda, il mentionne une zone s'appelant le désert rouge. Cette partie serait simplement la partie vide de Redline. Ouais, en effet, Redline n'est pas qu'une simple montagne pointue où seule Marie-Joise est habitable. Bien au contraire, il faut croire que Redline est un continent avec de grandes zones de plat s'étendant sur des centaines, voire même des milliers et des milliers de kilomètres. Ça fait littéralement le tour du monde. Ce qui signifie que Marie-Joise n'est qu'un point isolé au milieu de cette montagne rouge et que d'autres civilisations encore inconnues, voire même des restes de Lunarians, peuvent joncher ce continent. Bah ouais, comment et pourquoi King a-t-il pu voir le jour si tous les Lunarians, habitant autrefois, je le rappelle, au sommet de Redline, à l'emplacement actuel de Marie-Joise, ont disparu? Peut-être car une partie de leur clan a migré plus loin sur ce continent, dans le fameux désert rouge, mentionné aujourd'hui dans ce croquis. Trêve de géographie, parlons maintenant physionomie. Et là on est sur un gros morceau. Toujours dans cette page dédiée au gouvernement mondial, deux visages vont attirer notre attention. Le premier est possiblement, et je dis bien possiblement, car nous n'en avons pas la certitude, Kinderella, la femme de Wapol. La seule chose qui peut nous faire penser ça, c'est le texte à côté de ce visage, le pointant directement, et disant « Wapol, qui a malencontreusement été témoin de la tragédie du roi Cobra et des ténèbres de ce monde, en prenant part à la fuite de Vivi, le voilà emporté par les remous de l'histoire. » Vu qu'il a abandonné sa femme après avoir vu les démons du gouvernement, donc le Gorosei est ému, il n'est pas impossible de penser que ce soit un croquis de sa femme. Ça correspond un petit peu au niveau de la coupe et des yeux, mais après, c'est quand même pas très fameux. Si le doute persiste, c'est précisément parce que il y a un deuxième visage, et je parle bien évidemment de celui-ci. Déjà, il représente un personnage qu'on n'a jamais vu, vraiment en tout cas. Si on le compare au croquis du dessus, il peut vite fait faire penser à Cobra avec les mêmes sourcils, mais il paraît quand même bien plus jeune. Et surtout, les textes environnants, bien que très mal écrits et laissant une grande possibilité d'erreur, pourraient former la phrase suivante. Le péché d'Alabasta est que la jeune reine ait libéré les poneglyphes à travers le monde. Ce qui est pour le coup assez précis avec les révélations du chapitre 1085. Il m'eût révélé que Lily, la reine d'Alabasta du siècle oublié, avait commis un crime ou une erreur qui a été de libérer et disperser les poneglyphes aux quatre coins du monde. Donc si la femme représentée ici, là, à droite, serait Lily dans sa jeunesse et non Vivi, alors qui serait le personnage
celui-là là? À qui correspond ce faciès et surtout pourquoi ce suspense, Goji? Il y a un monde où c'est un brouillon du visage d'Imu. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça semble pas être Cobra, ce n'est pas non plus un autre membre du gouvernement puisque cette partie est destinée au crime de Lily et à la haine qu'Imu a envers elle. Donc ce visage pourrait être celui du petit frère de Lily, à qui elle a confié Alabasta, ainsi que la lettre qui sera héritée par Cobra des siècles plus tard. Ou alors, ce visage est celui d'Imu, il y a 800 ans. Encore une fois, on répète, il n'y a aucune certitude, surtout que les yeux d'Imu sont plutôt ronds, là où ceux du visage du croquis là sont en demi-cercle. Mais aussi, il faut préciser qu'on ne sait pas ce qui a pu se passer chez Imu depuis tout ce temps. Est-ce que tout son corps a changé pour devenir celui qu'on connaît aujourd'hui, mais était autrefois le croquis révélé dans ce livret? C'est une possibilité, en tout cas, peu importe de qui il s'agit, il ou elle a de l'aura. Vraiment, faut le dire. On arrive à ma partie préférée, les gears de Luffy. J'adore les gears. Vraiment, je trouve qu'Oda n'aura pas pu trouver mieux comme transformation power-up pour son personnage principal, et il y a tellement de subtilité dans celle de Luffy que c'est toujours un plaisir de les analyser. Et si vous êtes dans le même cas que moi, vous ne serez pas déçus, Oda fait des révélations incroyables qui concernent les meilleurs gears en plus de ça, le Snake Man et le Gear 5. Nous découvrons que les croquis du Snake Man étaient aussi les prémices de l'éveil de Luffy dans sa forme Nika, puisque lors de la création de cette forme du Gear Force, Oda commençait à dessiner les traits propres à Nika avec ses sourcils très caractéristiques ou des muscles libres et malléables d'après ses propres propos. Donc ce n'était pas pour rien que le Snake Man était la dernière transformation avant le Gear 5, Oda commençait déjà à teaser la forme finale de Luffy. Mais là où ça devient trop intéressant, c'est ce croquis là. À l'origine, ou du moins dans l'une des idées d'Oda, le Snake Man devait être une forme de Luffy entièrement recouverte du haki de l'armement, exactement comme Vergo. Pas seulement, ses cheveux devaient être aussi beaucoup plus longs et hérissés, ce qui va sans doute, et j'espère, vous rappeler les designs de Chebek et de Dragon. Surtout Dragon pour le coup, comme vous pouvez le voir dans ses croquis, les cheveux du Snake Man sont vraiment beaucoup plus longs qu'ils ne le sont dans sa version finale. Je pense que c'est aussi un désir d'Oda de se rapprocher de l'apparence originale de Nika, qui semblait dans la représentation des mythes d'Elbaf, être très très chevelu, rappelons indéniablement aussi le style capillaire de Kalgara, un chandier ressemblant déjà beaucoup à Nika, avec son pagne et sa lance. Bon, et quand même, on en parle du haki de l'armement revêti intégralement sur le corps ou pas là? Parce que j'imagine que certains ne le savent vraiment pas, mais à l'époque... avant même que le Snake Man soit dévoilé et quand on théorisait sur le potentiel Gear 5 de Luffy, qui n'était qu'une théorie, on avait des attentes qui revenaient souvent, comme par exemple une forme plus simple et normale que le Bandman, qui était assez déformé, mais surtout un Luffy entièrement recouvert de haki. Cette théorie était beaucoup alimentée par l'utilisation du haki de Vergo et Pika. Ils le revêtissaient sur absolument tout le corps, ça augmentait leur résistance, leurs dégâts. Forcément, après une utilisation si nouvelle et unique du haki, on ne pouvait qu'imaginer un Luffy faire de même, c'était une logique, vraiment, moi je doutais pas à cette théorie quoi. Bon, elle aura mal vieilli puisque le Gear 5 est son parfait opposé, pas un brin de haki sur le corps et d'une simplicité remarquable, mais ces croquis prouvent bien qu'il y avait une possibilité, il y a eu une idée de la part d'Oda, un Gear à l'apparence très diabolique et monstrueuse était envisagé et ça avait l'air de rendre incroyablement bien, même si je ne changerais la forme Nika pour rien au monde. Et justement, en parlant de Nika et des croquis du Snake Man plus bestiaux que jamais, pouvons-nous nous poser 5 minutes et imaginer une autre forme du Gear 5? Non, parce que le Gear Force avait le Bondman, le Tankman, le Snake Man, tandis que le Gear 5 n'a pas une seule forme nommée, c'est le Gear 5. Est-ce qu'Oda ne nous cache pas une autre transformation tout en restant dans la catégorie du Gear 5? Parce que, pour être honnête, je peine à croire que Luffy ne dévoilera pas de nouveaux atouts, alors que les plus grands combats qu'il aura à mener sont à venir dans les prochains arcs. Les démons du gouvernement, Barbe Noire, tout ça, ça va lui demander de nouveaux power-ups, c'est évident, et si ces nouveaux power-ups prendront place dans le Gear 5 de Luffy, je pense quand même que nous verrons une nouvelle forme. L'éveil des Zoan, c'est être possédé par l'animal du fruit, or, et comme nous l'avons vu, il se peut que le Nika original avait beaucoup plus de cheveux que lui, qui nous a été montré par Uzu. Donc la réflexion est simple et logique, plus Luffy va gagner en puissance et en maîtrise de son éveil, plus son apparence va se rapprocher du Nika originel, celui d'Elbaf, peut-être avec ses longs cheveux, les mêmes dessins par Oda dans ses croquis révélés aujourd'hui. Voilà, donc c'est toujours autant un plaisir de découvrir ces petites esquisses là, surtout que même au stade de brouillon dépassé, elles révèlent des choses à exploiter et qui sont encore d'actualité. Et si dans une parfaite transition, on finissait sur un sujet de Joy Boy et Nika, Toujours dans le livret, 2 informations respectivement dédiées à Joy Boy et Nika me semblent assez importantes
importantes pour être relevées. La première, c'est que Joy Boy aurait apparemment vécu des aventures similaires à celles de Luffy et de son équipage, et a laissé des traces de son passage aux quatre coins du monde. Alors, rien de bien fou en soi, mais ça permet de confirmer l'idée et l'image d'un Joy Boy naviguant partout sur les mers du globe, il y a 900 ans, exactement comme le fait Luffy aujourd'hui. Signifiant que lorsqu'un flashback aura lieu pour dévoiler toute son histoire au lecteur, eh bien on risque de découvrir des lieux très connus de One Piece, d'aujourd'hui, mais dans une époque vieille de presque un millénaire. La deuxième chose qui concerne Nika, c'est un texte disant qu'il serait apparu lors des deux grandes périodes d'effondrement qu'a connu le monde. C'est directement lié au texte sacré d'Elbaf, le Harley, avec le premier et le deuxième monde. Si un doute pouvait subsister dans votre esprit, eh bien aujourd'hui nous avons la confirmation qu'en plus de Joy Boy, qui représentait le Nika du deuxième monde, il y a plus de 800 ans, un autre Nika existait avant lui dans le premier monde. Donc parmi les trois représentations qu'on a eues de Nika depuis son introduction et en comptant celle de Luffy, voici quel Nika aurait vécu à quelle époque. La question qui restera est la suivante, le Nika du premier monde était-il véritablement le premier Nika, ou était-il lui aussi un homme comme Joy Boy et Luffy ayant consommé le Zoan mythique du dieu soleil, ajoutant alors un autre Nika dans cette liste qui ne cesse de s'allonger? On aura la réponse que lors du flashback du siècle oublié, j'en ai bien peur. Et on arrive à la fin de cette vidéo news les amis, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aussi découvert certaines choses finalement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, allons-nous aller sur l'Aftel en 2026, est-ce que c'est vraiment immu dans les croquis d'Oda? N'hésitez pas, partagez vos avis. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches, peace les bombes.